Voilà, c'est la dernière famille, le dernier domaine des masters spécialisés que nous allons aborder au cours de cette séquence avec nos deux nouveaux invités qui nous ont rejoints sur ce plateau. C'est la mobilité et les systèmes embarqués, on peut dire, alors là qu'on est en plein dans l'actualité des technologies, j'allais dire dans l'avenir du monde moderne, puisque la mobilité et les systèmes embarqués, on peut dire que ça concerne toutes les sociétés, toutes les villes, tous les usages nouveaux que l'on connaîtra. Gérard Cambillon, vous êtes responsable du SMOB, du Smart Mobility, c'est le Master Smart Mobility. Smart Mobility. SMOB, j'aime beaucoup le nom. Oui, c'est vous qui l'avez trouvé? Non, on l'a trouvé à plusieurs, puisque c'est un travail collectif. Vous êtes mis à plusieurs pour trouver ce nom, en plus, le SMOB. Si on veut que tout le monde soit d'accord. Et Ulrich Kuhn, système embarqué, master spécialisé, système embarqué. Là aussi, c'est très important. C'est ça. C'est moins rigolo à prononcer. Mais système embarqué, c'est juste crucial. Toutes les voitures, tout aujourd'hui est avec des systèmes complexes pour gérer évidemment un maximum d'informations. On est au cœur de la révolution et de la transformation numérique, avec tous les sujets que nous avons adressés depuis le début. Alors, vous êtes prêts à répondre à mes questions ? Bien sûr. Vous avez vu comment vos collègues ont été traités, ça s'est plutôt bien passé. Alors, Gérard, Ulrich, vos domaines respectifs et les objectifs communs des deux masters spécialisés. Gérard ? Disons qu'il y a une approche système qu'il faut envisager dans ces deux masters, qui fournissent des outils pour permettre justement une meilleure mobilité ou une meilleure robotique ou un meilleur système de déplacement classique, une micromobilité par exemple. Donc l'approche commune, c'est tous les éléments constitutifs des véhicules qu'on trouve, qu'ils soient terrestres, qu'ils soient des drones, qu'ils soient des bateaux, qu'ils soient du transport guidé ou pas, tous les véhicules qu'on trouve dans le concept de mobilité. Voilà. C'est l'avenir. Enfin, on parle que de ça aujourd'hui. Oui, avant on parlait de transport, mais maintenant on parlait de RATP, de SNCF, mais maintenant on parle de mobilité et c'est vraiment assez excitant de voir un peu tout ce qu'on peut mettre grâce au numérique. Oui, c'est ça, c'est que la data elle va révolutionner la mobilité. Oui, la data, l'Internet des objets, les télécoms en général, la 5G, tous ces systèmes-là concourent à avoir des véhicules qui sont bien localisés avec une précision importante et en sécurité. Voilà. Donc c'est le numérique, à mon avis, le moteur principal. Et vous qui êtes au cœur de la révolution, vous montrez dans un véhicule sans chauffeur quand il passera devant vous dans les rues de Paris? Bien sûr, mais j'en ai déjà pris, puisqu'il y a déjà pas mal d'expérimentations qui ont lieu. C'est des expériences pour le moment. Oui, vous avez une ville comme Rouen, par exemple, dans laquelle vous avez un mix entre des navettes autonomes, des tramways, conduits actuellement par des gens. C'est des rails, donc c'est facile de pas avoir de chauffeur. Mais malgré tout, il y a tout un mix des vélos électriques. Ce qui est intéressant dans la mobilité, c'est le mixage entre les différents modes. Le dernier kilomètre contre les distances et tout ça. Ulrich, même question pour vous. Nous, on traite plutôt d'un domaine un peu plus large. Donc la mobilité, les transports, ça fait partie du domaine des systèmes embarqués. Oui. Et nous, on couvre un spectre beaucoup plus large. Donc, système embarqué, c'est principalement tout appareil ou système avec une partie électronique ou un microprocesseur dedans qui nous entoure et donc qui interagit avec le monde physique. Donc, on peut se demander c'est quoi la différence avec un ordinateur parce que finalement, il faut juste le programmer, mais il y a quand même quelques spécificités pour lesquelles il faut une formation un peu spécifique. En particulier, l'interaction avec le monde physique. Donc, il faut des capteurs, il faut piloter des actionneurs, des moteurs, des choses comme ça. Donc, il y a une partie électronique. Après, on a aussi beaucoup de contraintes dans les systèmes embarqués, principalement le coût et l'énergie, parce qu'il y en a beaucoup qui marchent sur batterie. Donc, on peut pas c'est le problème, d'ailleurs, la batterie du téléphone, de la voiture. D'ailleurs, les arguments commerciaux sur les voitures électriques, c'est l'autonomie, essentiellement. C'est beaucoup. Exactement. Donc, pour éviter que ça tombe en panne après un jour, il faut concevoir les systèmes pour faire en sorte qu'ils consomment moins d'énergie. Donc, c'est des systèmes beaucoup plus petits. Voilà. Donc, ça fait des contraintes, mais c'est ça qui fait que c'est intéressant aussi à développer. Alors, on parle de deux masters aujourd'hui. Quelles sont les similitudes, les points de convergence et les différences entre vos deux formations, Ulrich? C'est un point que vous souhaitiez aborder aussi. Ce qui concerne les similitudes, je pense, on vient de le dire, donc on est tous les deux sur le domaine de l'embarqué. Donc on s'occupe de l'interaction des systèmes avec leur monde physique et
à travers ça, aussi des problèmes de sûreté, de fonctionnement, de sécurité. Donc il faut prendre en compte tout un écosystème. On ne peut pas se concentrer juste sur le développement d'un système isolé, mais il faut prendre en compte le monde qui l'entoure et les gens qui l'entourent. Et surtout dans l'embarqué aussi, c'est des systèmes critiques comme les transports. Donc ça joue un rôle important dans les deux formations. Après, sur les différences, il y a une différence de forme. D'abord, c'est que le master spécialisé système embarqué, c'est une formation à temps plein. Donc ça fait sur 6 mois de cours, suivi d'un stage de 4 à 6 mois avec une thèse professionnelle. Et le master SMOB, c'est un master en alternance. Ouais. Donc ces choix, ça vient d'où, ces choix du temps plein et de l'alternance? C'est vrai que quand on a créé le master il y a déjà 4 ans, il répondait aux besoins de beaucoup d'entreprises, puisque Télécom Paris est quand même assez bien positionné dans les entreprises de transport ou d'électronique ou d'informatique et tout ça. Donc on avait un gros besoin. Et les gens souhaitaient pouvoir avoir les gens chez eux, mais ils acceptaient de les laisser partir 1 semaine par mois en formation. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est né, quoi. Donc on a fait cette alternance. Ça veut dire, ça nous oblige quand même à trouver pour tous les étudiants, mais bon, ils cherchent aussi eux-mêmes, hein, des sociétés capables et des projets capables sur lesquels ils peuvent travailler. Donc pendant toute l'année, ils peuvent être par exemple chez Transdev, à la RATP, à la SNCF, chez Renault, chez PSA ou tout ça, sur un sujet, mais bon, 1 semaine par mois, ils nous rejoignent dans nos locaux de nos écoles, puisque c'est à la fois l'école des Ponts et à la fois le Télécom Paris. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Puis ça n'empêche pas, bien sûr, comme tu disais, d'avoir une thèse professionnelle de 4 à 6 mois en fin d'année, une fois que le diplôme est obtenu. On était sur l'organisation, un à temps plein, l'autre en alternance. On voyait, c'est une vraie spécificité. D'ailleurs, beaucoup de jeunes souhaitent faire de l'alternance, ou de jeunes, ou d'ailleurs de moins jeunes, parce que c'est pas que réservé. Je vous laisse finir, Ulrich. Je vous ai coupé sur. Il y a cette première différence entre les deux masters, l'organisation. Oui, donc là aussi, on a dû faire un choix à la création du master. Donc nous, on a plus penché vers le temps plein. Donc une raison, c'est qu'on a plus vu le besoin et ça se confirme avec les profils qu'on recrute, des jeunes diplômés qui veulent faire un diplôme en plus pour avoir un bagage plus important pour chercher après un emploi sur le marché du travail. Et donc c'est pour ça on prend plutôt des jeunes diplômés qui rajoutent une formation. Et donc, ils préfèrent faire une formation à temps plein pour après aller avec un stage, souvent déjà chez leur futur employé. Donc, voilà. Et comment dirais-je, c'est intéressant parce qu'on a parlé des profils des organisations. C'est intéressant de voir aussi quel est justement le profil des personnes qui postulent chez vous. Est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce que ça répond à des contraintes on demande quand même qu'ils aient un bagage scientifique quand même d'un certain niveau, quoi, disons. Bien qu'on adapte les cours au profil des candidats. Et il faut dire que si on regarde le profil de nos élèves, vous avez 2 choses. Comme tu disais, des gens qui ont déjà fait une école d'ingénieur ou déjà une formation dans une université, qui veulent approfondir un domaine, donc la mobilité, qui viennent, donc ils sont relativement jeunes. Et puis vous avez des gens qui sont en milieu de carrière ou en début de carrière, qui veulent une reconversion. Et c'est les entreprises dans lesquelles ils sont qui nous les envoient. Voilà. Et donc ils se forment et après ils se retrouvent avec des compétences nouvelles et donc répondant aux besoins de l'entreprise dans laquelle ils étaient avant de suivre ce master. Le profil des candidats, hein, on en dit un mot quand même? Nous, c'est un peu pareil. Donc, on a 3 profils différents. Le premier, c'est, comme je viens de le dire, c'est les jeunes diplômés. Le deuxième profil, c'est les gens qui sont déjà dans l'industrie depuis un certain moment et qui veulent se réorienter pour un changement d'entreprise ou pour une promotion, un changement de métier à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est là que c'est intéressant que l'entreprise prend en charge le financement de la formation. Mais bien sûr. Pour ces gens comme ça. Et le troisième profil, c'est tout autre. Donc chaque année, on a des profils complètement atypiques. Du genre école de commerce, mais qui sont passionnés par les systèmes embarqués, par les objets connectés, et qui ont fait quelques années de métier et ça ne leur plaît pas.
Et après, il veut se reconvertir. Il y a une problématique d'acquisition de prérequis techniques, j'imagine. Ouais. Enfin, je pense qu'il faut qu'il y ait un minimum de connaissances techniques, scientifiques. C'est parce que bon, dans nos formations, il y a toujours un peu, tout à l'heure vous en avez parlé, de big data, d'IA. Donc il faut quand même avoir des concepts de probabilité, de mathématiques, de statistiques, enfin bon, d'électronique, des concepts de base, quoi. Si on veut faire des télécoms, si on veut faire de la localisation par satellite, il faut vraiment avoir quand même les rudiments. Voilà, donc c'est ça un peu le prérequis. Il y a une petite porte ouverte pour celles et ceux qui auraient une appétence. Justement, c'est pour ça que je dis, chaque année, on a des profils comme ça. On ne peut pas tous les prendre parce que, oui, il faut avoir quelques prérequis. Bon, pour nous, c'est principalement, il faut avoir un certain bagage, un background technique, principalement la programmation bas niveau en C. Et il faut savoir comment marche un ordinateur. Mais les gens qui sont passionnés par ça, normalement, ils savent le faire. Et donc, on en a déjà pris des étudiants qui n'avaient pas du tout de diplôme dans le domaine technique et qui ont très bien réussi la formation quand même. Donc, ça reste exceptionnel. Ça reste exceptionnel. On ne peut pas donner de faux espoirs, mais voilà, c'est jouable. On va dire. Donc, tout à fait. Nous, c'est pareil. On a des gens qui sont à l'OCDE, par exemple, qui sont dans des organismes de prospective sur la mobilité, enfin ils travaillent sur la mobilité, qui avaient une formation plus Sciences Po, plus école de commerce, mais bon, il s'y est mis, comme il était passionné, bon. Après, alors je regarde les questions qui arrivent, pardonnez-moi, parce que vous savez qu'on reçoit des questions en temps réel, ne croyez pas que je communique avec la famille, mais c'est bien pour avoir les questions, parce qu'il y a des questions pour moi, mais je les poserai tout à l'heure si vous êtes d'accord. Alors les compétences acquises, Gérard, durant vos formations respectives. Alors, la formation qu'on fait est très orientée, reste assez généraliste, c'est-à-dire qu'on ne prend pas un ingénieur pour l'orienter entièrement sur le véhicule autonome et connecté. Il va savoir comment fonctionne, les briques qu'il faut, voilà, tout ça. Bon, c'est pareil, on a un module sur le ferroviaire, sur le transport public intelligent. Maintenant, les trains sont autonomes. Donc, on s'aperçoit qu'il y a tout plein d'éléments communs avec les véhicules autonomes. Enfin voilà, la ville devient de plus en plus intelligente avec la Smart City. Donc, il faut gérer les parkings de façon intelligente. Il faut optimiser la circulation avec des carrefours intelligents. Enfin, tout ça, c'est un peu des formations, des petites briques qu'on leur donne, des modules qu'on leur donne, qui leur permettent d'avoir une compétence assez globale, assez générale, et donc qui sont facilement employables à droite et à gauche dans les entreprises, aussi bien des grandes entreprises, des constructeurs, que des collectivités territoriales qui veulent installer une navette ferroviaire, que par exemple une petite boîte de services qui vend des prestations à la demande, du conseil et autres. Pour vous, même question. Alors notre formation, les masters systèmes embarqués, c'est une formation plus, je dirais plus technique. Donc, ce que les compétences qu'on peut acquérir chez nous, c'est la maîtrise de tous les niveaux d'abstraction d'un système embarqué. Ça va du matériel de tout bas niveau, sur le logiciel, le choix des composants, le développement d'une carte électronique, une carte imprimée, jusqu'à la conception d'une application avec plusieurs objets connectés. Donc, on a 4 blocs d'enseignement. Le premier est juste les bases qu'il faut pour programmer et concevoir un système embarqué, l'électronique, matériel, logiciel. Le deuxième bloc, c'est modélisation, test et vérification. Ça, c'est un bloc qui nous distingue un peu d'autres formations dans le domaine système embarqué en France. C'est je dirais, une coloration qui vient des sujets de recherche de l'équipe des enseignants, qui est très orientée vers la vérification et la sécurité, donc tout ce qui est validation. Alors, on veut bien que nos élèves apprennent pas seulement à programmer un système, donc juste faire du code, mais de raisonner sur le système, donc savoir quelles sont les exigences, qu'est-ce que ça doit faire, et de réaliser quelque chose qui remplit ces contrats. Donc, il faut le tester, il faut vérifier, le mieux, c'est de prouver mathématiquement que le système est correct. Donc, on a un volet sur ça. J'étais à 2, donc il manque 2 blocs. Un bloc, c'est... on vous suit, on vous appelle. Les applications un peu avancées, donc sécurité et des objets connectés. Et quatrièmement, un bloc transverse
qui sont donc la gestion des projets interculturels, la protection des données personnelles. Et on a toute une série de conférences métiers. Donc chaque mois, il y a quelqu'un du monde industriel qui vient et qui présente son métier ou une problématique spécifique du monde embarqué. Alors quand on a suivi tout ça, parce qu'on est devenu intelligent, on est devenu meilleur dans vos spécialités, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les débouchés? Ulrich et Gérard, vous répondez. Les débouchés sont très variés. Vous avez donc les constructeurs de trains, les constructeurs de véhicules qui peuvent être des voitures. Vous avez également toute une gamme de constructeurs de bus avec hydrogène, avec bus électriques. Les bus deviennent de plus en plus intelligents aussi. Alors ça, c'est le premier axe. Un deuxième axe, c'est les collectivités territoriales. Vous savez que la loi d'orientation de la mobilité a donné de plus en plus de pouvoir aux régions, aux départements, aux communautés de communes, Le et en particulier sur la mobilité. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Donc voilà, donc il faut qu'il y ait des spécialistes, donc ils recrutent des anciens élèves de nos écoles qui ont une formation très globale sur la mobilité. Voilà. Et ensuite, un troisième aspect, c'est ce qu'on appelle les opérateurs de mobilité. Donc les gens qui exploitent, comme la SNCF, la RATP, Transdev, Keolis, enfin des gens qui exploitent ces véhicules, qui les font rouler, qui gèrent la circulation dans une ville, dans un département. Voilà. Et puis enfin, toujours dans le côté opérateur, vous avez des opérateurs d'infrastructure, donc les gens qui gèrent les autoroutes, qui gèrent les rails ferroviaires, enfin tous ces aspects-là, parce que l'infrastructure devient elle aussi de plus en plus intelligente. Vous avez des alimentations électriques qui peuvent être par le sol, vous avez un dialogue entre le véhicule et l'infrastructure pour optimiser la circulation, diminuer le nombre d'accidents, diminuer les embouteillages, enfin voilà, tous ces aspects-là. On posera les questions tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en dites? Les débouchés pour vous, Ulrich? Enfin, pas pour vous, pour vos étudiants. Oui, moi, ça va, vous êtes déjà casé. J'ai déjà un poste, je suis très content. Vous êtes content aussi, Gérard? Oh, mais parfait. C'est assez divers. Donc, le domaine de l'embarqué en France est en pleine croissance. Donc, tous nos élèves ont trouvé un stage et après un emploi. Job. Donc ça marche très bien, on est très content. Donc c'est aussi dans les grands groupes qu'on connaît comme Thales, Airbus, Valeo, Schneider et les constructeurs automobiles. Mais aussi il y a beaucoup de moyennes et petites entreprises dans l'embarqué. Bien sûr. Par exemple dans le domaine du médical aussi, ce qui est très intéressant. Et après on a aussi beaucoup de startups qui ont eu une idée un peu fou pour faire un objet connecté, je ne sais pas, une lampe qui veille sur un bébé et qui est connectée, et les parents peuvent regarder une vidéo de leur bébé, des choses comme ça, si on veut ça. Et voilà. Pour les personnes âgées ou handicapées, il y a aussi tout un champ à expérimenter. Et des applications un peu aussi auxquelles on ne pense pas tout de suite quand on parle embarqué. Par exemple, les applications dans les musées, on avait un stagiaire qui faisait une application audiovisuel pour un guide audio pour un musée, des choses comme ça. Donc c'est assez divers. Ouais. Et aujourd'hui, est-ce que vous diriez que votre formation est incontournable sur ces territoires embarqués, système embarqué ou mobilité? Aujourd'hui, comment vous voyez? Donnez-nous quelques noms d'entreprises qui vous accompagnent. Alors, il y a Transdev, vous avez Keolis, vous avez également Geodis, vous avez la RATP, vous avez la SNCF, vous avez Nokia. Vous avez également des boîtes comme Renault, PSA. Disons qu'on a beaucoup de personnes de ces sociétés qui interviennent dans notre master. Bon, et là, vous voyez, on a plus de 40 personnes professionnelles qui interviennent pour donner, comme tu disais tout à l'heure, la tendance, leur vision du futur en tant qu'industriels. Voilà, sachant que nous, on fait appel à des académiques comme professeurs, ont une vision du futur technologique. Mais maintenant, c'est le marché qui commande tout. Donc, en mobilité, par exemple, c'est le côté service. Le grand maître mot, c'est mobilité à ce service. Donc, c'est non plus un moyen de transport, mais une fragmentation de moyens de transport qu'on prend les uns après les autres grâce au smartphone qui permet de gérer ces affectations. Voilà, donc c'est... C'est tout ça. Même question aussi pour vous, vous avez le sentiment que
Vous êtes un pivot incontournable sur la mobilité, sur ce sujet-là. Sur le marché de l'emploi de l'embarqué, oui. Vous êtes pas trop nombreux, on manque de formation spécifique en plus. Hein. Ça manque d'ingénieurs. Donc toutes les entreprises nous disent on cherche, est-ce que vous avez quelqu'un? On cherche. Donc, c'est ça. On n'en sort jamais assez. Hein. C'est quand même ce que je constate, c'est qu'on pourrait en sortir le double, y compris dans mon formation, et ils trouveraient toujours à travailler dans l'entreprise. Pour le moment, oui. Pour le moment, oui. Vous êtes prudent, hein. Pour le moment, oui. Enfin bon, ça fait un moment que ça dure hein, quand même. Est-ce qu'on prend les questions, ça vous va? Tout d'abord, avant de passer aux questions, je propose de regarder un alumni Smart Mobility qui va témoigner. Ça vous va? Je travaille chez Sareco, qui est un cabinet d'ingénierie créé il y a environ une quarantaine d'années, qui est spécialisé sur la thématique du stationnement. Mon poste, je suis chargé d'études là-bas, donc je réalise des missions principalement pour des collectivités qui ont besoin d'accompagnement et d'expertise pour définir leur politique de stationnement. Alors pour moi, la thèse professionnelle, c'est vraiment hyper important et ça a été un des gros blocs du master spécialisé. C'est être à 6 mois à temps plein en entreprise et pouvoir creuser un sujet, développer un sujet et à la fin trouver des solutions à telle ou telle problématique. C'est un master spécialisé d'excellence sur les sujets de transformation numérique et de mobilité, dans le sens où on peut le voir régulièrement. C'est des sujets qui nous touchent beaucoup, qui sont complètement ancrés dans un monde en transformation. On a vraiment justement des matières qui se complètent et ça permet de toucher vraiment un large spectre de candidats en fait, et d'étudiants. Ou de professionnels en recherche de reconversion. Alors, une des grandes forces du master, c'est justement la diversité et la mixité des différents profils. C'était d'ailleurs une grande force également dans les projets en groupe, où chacun pouvait tirer expérience de ce que les autres pouvaient apporter. On avait des personnes qui étaient plutôt côté numérique, digital, data, d'autres qui étaient plus côté mobilité, transport, et sur des positions assez diverses, plutôt marketing, plutôt technique, plutôt recherche, plutôt études. C'était assez varié et c'était vraiment quelque chose d'appréciable pendant la formation. Moi, je suis vraiment très satisfait de la formation, qui est venue vraiment bien compléter ce que j'avais fait avant, qui n'était pas directement relié, mais qui s'en approchait. Voilà, ça fait plaisir d'entendre un étudiant comme ça qui dit qu'il est content et qui dit qu'il a suivi une formation au top niveau. Ça va toujours faire plaisir, Gérard. Ah, mais écoutez, n'en parlez pas. C'est l'objectif final, on se bat pour ça. Ouais. On se bat pour qu'ils soient heureux, nos étudiants. C'est ça. Ils le sont. Ils ont l'air. Et ils le disent, d'ailleurs. Ils le disent. Ils vous écrivent, ils viennent vous revoir. Mais bien sûr. Ben, ça, on crée des contacts, hein, c'est assez intéressant. Quelqu'un, genre, par exemple, qui était étudiant, bon, il était dans une collectivité territoriale, il nous a téléphoné moult fois, il m'a rencontré après ce cours pour voir si on pouvait l'aider à mettre en place un service de mobilité avec une navette ferroviaire autonome. Ce qu'on a fait, on est rentré dans... Enfin voilà. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on touche à la réalité. Et toi, c'est pareil sans doute, c'est très concret, quoi. Ouais. Bon, on a envie d'aller voir Ulrich hein, quand on l'a connu, hein. C'est une certitude. Revoir Ulrich. Alors, quand on est senior lors d'une reconversion professionnelle, trouve-t-on facilement un stage? Oui. C'est peut-être plus facile d'ailleurs quand on est senior parce qu'on a déjà un peu d'expérience dans la vie en entreprise que quand on est jeune étudiant et qu'on sort d'une école. Voilà, c'est tout le problème de la vie en entreprise et voilà, des relations à l'intérieur de l'entreprise qui se trouvent. Une question pour qui a trait à la conférence des grandes écoles. On rappelle hein, que les masters spécialisés sont validés par la conférence des grandes écoles. Oui, tout à fait. C'est un label de qualité. C'est un label de qualité. Donc, à la création du master, on a bien suivi le cahier des charges de la conférence des grandes écoles. Cahier des charges qui est assez exigeant d'ailleurs. Hein. Bah, et en termes de travaux, de nombre d'heures, de formation, de compétences réunies à la fin de la formation. Une exigence, c'est qu'un certain nombre d'heures est assuré par des gens
extérieurs, donc du monde de l'industrie. Bien sûr, Donc c'est ça, le minimum. c'est très important pour eux. Il ne faut pas que des chercheurs qui cherchent, il faut aussi des gens qui appliquent les innovations et qui sont dans le concret et dans le dur. Vous parlez des expertises scientifiques, mais quelle est la place pour les soft skills? On a vu d'ailleurs cette problématique dans les autres masters. Disons que quand vous êtes sur un projet, automatiquement, vous êtes rarement seul, c'est un travail de groupe. Donc c'est vrai que on a dans notre master des projets fil rouge, on le met par petits groupes avec un animateur pour arriver à les faire travailler ensemble, à comprendre un peu les objectifs, à se partager le travail, à avoir une bonne gestion du temps, voilà, et être efficace, quoi. Donc, c'est très pratique, disons, ce qu'on leur apprend. C'est le projet qui donne les soft skills, c'est ce que vous nous dites, en fait. Chez nous, il y a tout un bloc d'enseignement qu'on appelle transverse. Donc, il y a un cours sur la gestion des projets dans un contexte interculturel. Ouais. Donc aussi, il y a un intervenant industriel qui explique comment ça marche. Après, on a un cours sur les données personnelles, donc la gestion des données personnelles, donc tout le contexte aussi juridique de cette problématique-là. Et après, on a aussi un projet fil rouge, donc, sur lequel ils vont participer au développement dans une entreprise. Et là, on juge aussi, bien sûr, la qualité du travail, aussi sur leur organisation, l'autonomie et la communication au sein de l'entreprise. Alors, on a aussi le côté juridique, parce que les appels d'offres, comment on gagne un appel d'offres, puisque c'est la commande publique, il y a des règles un peu particulières. Le côté open data, enfin le côté data dans les transports, c'est l'open data dans les transports qui fait beaucoup parler actuellement au niveau des collectivités. Voilà, et puis bien sûr l'approche économique, puisque l'économie quand même est fondamentale quand on gère un projet, quoi. Ben oui. Une autre question, quels sont les exemples de projets que vous soumettez à vos étudiants? Des exemples de projets. Alors dire que pratiquement tous les cours techniques ont une partie pratique, donc c'est soit des petits exercices ou un mini-projet. Donc, par exemple, on a un cours avec les applications un peu plus avancées où on fait un microcontrôleur qui va commander un display avec des LED. Donc, il faut programmer ce système-là et qui va être connecté via un bus avec un autre système Linux. Donc, il faut programmer un pilote Linux qui va parler à l'autre partie du système. C'est technique, hein. Donc, voilà, ça, c'est des parties assez technique, oui, bon, ça c'est un exemple. Sinon, dans le projet fil rouge, les projets applicatifs faits par des entreprises, par exemple, on avait une entreprise qui faisait des capteurs déployés pour du matériel de chantier. Donc, ils voulaient surveiller des pelleteuses qui louaient, où elles se trouvent, combien d'heures par jour elles marchent. Donc, il y avait des capteurs collés dessus. Et ils étaient intéressés par faire une mise à jour du logiciel à distance, sécurisé. Donc, ils ne savaient pas comment faire et ils voulaient une étude de quelles sont les possibilités de faire quelque chose comme ça. Donc, c'était assez exigeant et c'était très intéressant. Alors c'est très varié. Hein. Par exemple, on a un projet assez intéressant, c'était mettre en place sur une petite ligne désaffectée de ferroviaire, dans le sud de la France, en Occitanie, un train autonome fret qui était issu du milieu routier. Voilà, c'est un projet assez intéressant. Un autre projet, par exemple, ça peut être au niveau SNCF, on a un élève qui travaillait sur la maintenance prédictive du matériel roulant. Donc, pour essayer d'éviter les pannes et tout ça. Éviter les pannes, hein, comme dans les centrales nucléaires, en fait. Hein, il faut essayer de prévoir pour éviter qu'elles s'arrêtent. Hein, parce que voilà, ça, c'est des sujets. Un autre qui était, par exemple, sur un parking intelligent. Donc, parce qu'on a un module sur la billettique sans contact, enfin, tous ces aspects de paiement maintenant avec smartphone ou carte bleue directement, carte de crédit directement. Donc, en fonction des heures de la journée, de la gestion du trafic routier, les parkings sont plus ou moins pleins. Donc, comment adapter la gestion du parking en fonction des heures? C'est du hill management, quoi. Le tarif est différent selon que... ils sont tout le temps pleins à Paris, hein, les parkings, je vous le dis.
y ait le management ou pas, hein, parce que évidemment. Une autre question. Ah oui, concrètement, quels sont, à part les professeurs, quelles sont les relations avec les labos de recherche? Parce que là aussi, il doit y avoir un travail un peu de fond qui est mené au sein de l'école. Avec les labos de recherche, donc, nos élèves ils profitent pleinement de l'infrastructure qu'on a à Télécom Paris, vu qu'on fait beaucoup de projets pratiques. Donc, ils utilisent nos labos, tout l'équipement électronique, les oscilloscopes, les plateformes d'analyse et des choses comme ça. Donc là, c'est un très bon environnement pour profiter pleinement de ça. Ouais. Gérard, vous travaillez avec les collègues? Oui, bien sûr, mais bon, on a à peu près la moitié des professeurs, des enseignants, oui, qui sont des professeurs, des enseignants-chercheurs de l'école. Par exemple, on a une chaire industrielle avec Renault, Valeo et tout ça sur la cybersécurité pour le véhicule autonome et connecté. Donc c'est nos chercheurs et leurs équipes qui qui expliquent la cybersécurité dans le master. Voilà, c'est des choses comme ça. Comme ça, ils ont une vision d'avenir. C'est ça qui est intéressant. On ne les forme pas pour le présent, pour les problèmes du présent. On essaie de les projeter dans le futur, quoi. Et ça les passionne d'ailleurs, parce qu'ils voient que... Bon. Est-ce que c'est un univers passionné? Parce que Smart Mobilité, système embarqué, ça fait rêver quand même. Est-ce qu'il faut avoir un peu cette... il y a des thématiques beaucoup plus techniques et peut-être beaucoup plus classiques. Est-ce qu'il faut avoir un peu cette dimension, se projeter dans l'avenir forcément quand on veut s'engager là-dedans? Pas forcément, mais ça aide. Non seulement on a beaucoup d'élèves qui arrivent et qui disent j'ai toujours aimé bricoler, donc ils ont déjà fait des projets personnels avec des petites cartes électroniques connectées à un capteur ou à un frigo ou je ne sais pas quoi. Et donc ils disent je veux savoir vraiment comment faire. Après, il y a bien sûr cette vision de l'Internet des objets, que demain tous les objets vont communiquer ensemble. Oui. C'est stressant d'ailleurs, hein, parce qu'on ne pourra plus beaucoup se cacher. C'est stressant. Pareil pour vous, la mobilité, c'est quelque chose quand même. Ah mais ça fait rêver les gens, parce que, alors, avec le Covid, ça a remis la mobilité au centre du débat, quoi. La mobilité est en train de changer sociologiquement, quoi. Avant, on parlait que des autobus, des trains, maintenant on parle de la marche à pied, qui est une forme de mobilité. Donc, on parle du vélo, qui sont plus ou moins électriques, des trottinettes, enfin, bon, il y a un changement radical, quoi. On est dans l'avenir avec vous, c'est ça qui est passionnant. J'ai adoré cet échange avec vous, Ulrich, Gérard. On a passé en revue les différents masters, hein. Vous étiez la 4e famille, les derniers. Vous avez fermé le bal, si je puis dire, de toute la présentation de ces 10 domaines de spécialité. C'était passionnant, hein, parce que évidemment quand on parle mobilité, Smart City, quand on parle toutes ces problématiques de système embarqué, on est vraiment dans la ville de demain et dans le déplacement de demain et dans évidemment tout ce qui fera notre avenir. Voilà, vous savez de quoi on va parler maintenant? Non. Comment payer le financement des études, comment on rentre, une fois qu'on est rentré chez vous, comment on paye son master. Jingle.